Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir ma collègue Barbara, qui est donc à l'université et au CHU de Nice. Elle est médecin, elle fait partie du pôle de neurosciences et elle fait à la fois de la médecine pratique, mais elle a une activité de recherche importante et son secteur au niveau de ce pôle de neurosciences, c'est tout ce qui concerne le domaine des accidents, pour rester simple, le domaine des accidents vasculaires cérébraux que l'on peut trouver chez beaucoup de monde parce que c'est une pathologie quand même très fréquente. Alors Barbara est quelqu'un de très engagé dans ce domaine. Elle est autrice, maintenant on dit comme ça, on ne dit plus auteur, de nombreuses publications au niveau international et elle est membre de plusieurs sociétés savantes focalisées aussi sur cet aspect-là de la pathologie médicale. Donc je vais lui laisser la parole, elle a beaucoup de choses à vous expliquer. C'est important parce que la majorité d'entre nous, nous sommes dans la zone d'âge où ce genre de bricole risque d'arriver. Et donc je sais qu'elle va vous donner non seulement une description de ce qui se passe pour essayer de mieux comprendre, mais elle va également donner un certain nombre de tuyaux pour essayer d'avoir une action préventive par rapport à ces accidents-là, et je pense que c'est important. Voilà, donc Barbara, te la do. Elle aura un petit accent italien, parce qu'on a un autre point commun aussi, ce sont nos origines. Alors, parla l'italiano benissimo lei, ma mi ha detto che lo faceva in francese questa sera. Donc, voilà, dai. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bonsoir plutôt, effectivement. Je m'appelle Barbara Cazola, je suis neurologue vasculaire au CHU de Nice et je suis très honorée d'être avec vous ce soir. On va parler d'accident vasculaire cérébral, mais avant, je tenais vraiment à remercier le Rotary Club de Menton et en particulier le président, Monsieur Blanc, et Monsieur Blanc, Monsieur Garafo, pour m'avoir donné cette opportunité et surtout pour m'avoir vraiment accompagné pendant toutes ces démarches pour l'organisation de la conférence. Je tiens également à remercier la mairie parce qu'effectivement, c'est un honneur d'être dans cette salle ce soir. La présentation va être ouverte, bien évidemment, aux questions après et va traiter d'un peu d'épidémiologie des AVC, donc accident vasculaire cérébral AVC. Et ça va également aborder un peu les traitements dont on dispose aujourd'hui pour la phase aiguë de ces maladies et, comme on a mentionné, sur la prévention primaire, donc avant de faire un AVC. Alors en termes d'épidémiologie, pourquoi on s'intéresse à cette maladie? On s'y intéresse parce que c'est une maladie extrêmement fréquente. C'est considéré la pathologie neurologique la plus fréquente en absolu, et ça c'est une affiche de la Société française de neurologie vasculaire, la SFNV, où on dit bien nous sommes tous concernés. Il y a une incidence en France qui est décrite entre 110 et 140 000 cas par an, ce qui signifie à peu près un AVC tous les 4 minutes sur le territoire, sur le sol français. Et les dernières études montrent bien que cette incidence est destinée à augmenter à environ 30% de plus sur les prochaines 30 ans à cause d'un vieillissement global de la population qui, effectivement, détermine une augmentation de cette incidence. C'est effectivement une pathologie qui est plus fréquente chez les patients âgés. Vous voyez que la moyenne d'âge, c'est 74 ans, mais ce n'est pas une pathologie exclusivement du patient âgé. C'est-à-dire qu'environ 10% de ces AVC surviennent chez des patients qui ont moins de 45 ans, ce qui a un impact sur le plan social et économique très importante parce que c'est des patients effectivement qui sont en âge de travailler et qui subissent une maladie qui, en plus d'être fréquente, est une maladie grave. Effectivement, quand on parle d'AVC, les conséquences, c'est qu'il s'agit de la première cause de handicap physique permanent acquis chez l'adulte. Il y a en France aujourd'hui environ 400 000 patients qui ont une hémiplégie. Alors une hémiplégie, c'est l'impossibilité de bouger la moitié de son corps. Donc ça veut dire être dépendant de plusieurs personnes probablement pour sa vie quotidienne. Il s'agit également de la deuxième cause de démence, la première étant la maladie d'Alzheimer. Il s'agit de la troisième cause de mortalité chez l'homme et désormais de la première cause de mortalité chez la femme. Vous voyez donc qu'il s'agit d'une pathologie qui n'est pas seulement grave, mais qui malheureusement a un impact sur la vie des patients qui subissent un AVC qui est extrêmement sévère. Alors de quoi il s'agit ?
en science, on aime bien définir les choses. Alors, un AVC, c'est une lésion d'un vaisseau du cerveau. Vous voyez ici, sur la droite, il y a plusieurs artères. Donc, c'est celles qui sont colorées en rouge. Les artères, c'est comme des tuyaux qui amènent le sang avec le glucose et l'oxygène dont le cerveau a besoin pour fonctionner au niveau du cerveau. Alors, chez l'homme, il y a 4 axes principaux qui amènent le sang au cerveau à partir du cœur. Il y a 2 artères carotides devant et 2 artères vertébrales derrière qui se rejoignent au sein du cerveau même en faisant des liens les unes des autres pour effectivement anticiper et pouvoir compenser dans le cas où un de ces axes se boucherait. Et par ailleurs, quand on va un peu plus dans le cerveau même, l'organisation structurelle des artères ressemble un peu à l'organisation d'un arbre. C'est-à-dire que les vaisseaux... Ah, c'est gentil, merci. Super. Et je peux avancer. Ah. Et du coup, effectivement, on a une organisation qui est ramifiée, où chaque petit vaisseau, globalement, est destiné à irriguer une certaine zone du cerveau. Ils sont de plus en plus petits et ils pénètrent de plus en plus dans le cerveau. Et le cerveau est tellement bien organisé que chaque endroit du cerveau a une fonction spécifique. Donc, par exemple, le langage, dans 90% d'entre nous, il réside au niveau de l'hémisphère gauche. Et également, la sensibilité, la coordination, la motricité, toutes ces fonctions-là sont localisées à un endroit qui est très spécifique au niveau du cerveau. Donc, vous imaginez bien que si un vaisseau qui est destiné à irriguer un certain territoire est lésionné, eh ben, le territoire qui est en aval, avec sa fonction spécifique, va être endommagé. Quand on parle d'AVC, néanmoins, on parle de plusieurs pathologies. Il y a plusieurs types d'AVC et il s'agit d'entités qui sont extrêmement différentes les unes des autres en termes de cause, en termes de physiopathologie, donc de mécanismes proprement dit de survenue, et en termes de pronostic. Alors un premier type d'AVC, c'est le plus fréquent, c'est l'AVC ischémique. L'AVC ischémique, c'est l'occlusion d'un vaisseau du cerveau. C'est-à-dire que le vaisseau, un de ces vaisseaux que je vous ai montré, à cause d'un caillot qui, le plus souvent, disons, se coince au niveau de l'artère, bloque le flux de sang qui est normalement de passage au sein du vaisseau et empêche l'irrigation, du coup, de cet endroit qui est en aval du vaisseau qui est occlus. Dans ce cas-là, ce qui se produit, c'est cette zone, ça c'est un scanner cérébral, vous voyez qu'il y a une zone ici qui est plus noire que le reste, où globalement il y a des dégâts, une perte de neurones qui est liée à la souffrance ischémique, elle-même liée à l'absence de glucose et d'oxygène dans cet endroit du cerveau. Le plus longtemps dure cette occlusion vasculaire, le plus sévères seront les dégâts qui s'installe au sein de la zone qui est en aval du vaisseau lésionné. Dans le cas de l'hémorragie cérébrale, qui est une maladie effectivement différente, mais qui est considérée, qui s'appelle aussi AVC hémorragique, ça fait partie de la même catégorie parce qu'il s'agit aussi d'une lésion d'un vaisseau. Mais dans ce cas, le vaisseau, il ne se bouche pas, il se rompt. Et comme vous le voyez ici, il y a des petites artères qui sont ici, là vous les voyez, ça s'appelle des artères perforantes parce qu'elles perforent vraiment la substance du cerveau pour aller la nourrir. Et ben, il y a une rupture de l'artère avec une extravasation de sang au niveau du parenchyme cérébral, au niveau du tissu cérébral. Et ceci, comme on voit dans cette image-là, provoque des effets qui sont de compression et bien évidemment de décès, on va dire, entre guillemets, des neurones qui sont comprimés par l'effet du sang qui extravase des vaisseaux. Alors effectivement, quand on parle, comme on a dit, chaque zone du cerveau a sa fonction. Donc comment on reconnaît un AVC ? Un AVC se reconnaît parce qu'un déficit neurologique brutal qui survient d'un coup, d'une seconde à l'autre. Focal, qu'est-ce que ça veut dire focal ? Focal, ça veut dire que ça correspond à un endroit précis du cerveau, donc à une fonction et à une localisation sur son corps,
qui apparaît du coup d'une seconde à l'autre, et ben, tout déficit neurologique brutal et focal est un AVC jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est la règle qui doit régner, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas beaucoup de maladies qui déterminent la survenue d'un déficit, d'une perte d'une fonction quelconque en quelques secondes. Comme vous le voyez ici, la plupart de ces AVC, c'est des AVC ischémiques, 80% des cas, 20% c'est les hémorragies cérébrales, mais l'une comme l'autre, on l'a dit, c'est des maladies différentes en termes physiopathologiques, en termes de causes et de pronostics. Néanmoins, elles se manifestent toutes les deux avec ce type de tableau clinique. Néanmoins, sur le plan clinique, quand on a un déficit neurologique qui s'installe brutalement et qui atteint à une fonction vitale, la motricité, le langage, la sensibilité, la coordination, on ne peut pas faire la différence entre ces deux maladies cliniquement. De l'extérieur, on n'a pas de moyen, on a essayé avec plusieurs études de dire ça c'est un AVC ischémique, ça c'est un AVC hémorragique, c'est pas possible. Il faut faire une imagerie du cerveau, il faut faire une photographie du cerveau et c'est là qu'on fera la différence entre l'une et l'autre. Alors je disais que tout est très spécifique dans le cerveau. Alors pour connaissance, globalement le cerveau est reparti de manière croisée, c'est-à-dire que le côté droit, par exemple, contrôle le côté gauche en termes de motricité, coordination et sensibilité, et l'inverse. Je reviendrai sur cet aspect. Alors l'incidence, elle est en hausse. Néanmoins, sur les dernières années, on en est très fiers. Pendant les 30 dernières années, la recherche et le travail de beaucoup de médecins ont permis des progrès majeurs sur la prise en charge de ces maladies. La mortalité a énormément baissé, 40% sur les dernières 30 ans, et cela a pour nous un énorme impact. Comment on a fait ça? Comment on a pu baisser la mortalité? Alors, la première chose qui s'est passée sur les 30 dernières années, c'est qu'on a ouvert les unités neurovasculaires. Donc, les unités neurovasculaires, c'est l'unité où je travaille, c'est des services d'hospitalisation spécialisés où les professionnels de santé de différentes et variées ont une spécificité, ils s'occupent que d'AVC. La deuxième chose qui a pu faire avancer les choses, c'est la création de la filière AVC. La filière commence bien avant l'entrée du patient à l'hôpital. Et c'est pour ça que je disais, c'est hyper important de reconnaître les signes, on y reviendra, parce que dès qu'on a un patient qui fait un déficit neurologique focal et brutal, il faut appeler le 15. J'y reviendrai. Cette filière, elle commence en préhospitalier. Le recours au 15, il a été de plus en plus utilisé sur les dernières années parce qu'on a fait des campagnes, un peu comme moi ce soir, de prise en charge des patients. C'est quoi ça? Un téléphone. Un téléphone. Et cela permet donc d'arriver plus tôt à l'hôpital et d'accéder au traitement dont on dispose. Et ça, c'est bien sûr l'importante étape aussi qui a été faite sur les dernières années, c'est parce qu'on a trouvé des traitements qui, surtout dans le domaine de l'ischémie cérébrale, ont complètement révolutionné, on va dire, le pronostic de cette maladie. Et la dernière chose, qui n'est pas néanmoins la moins importante, c'est qu'on a trouvé des moyens d'optimiser la prévention primaire avant donc de faire un accident et secondaire, donc qu'est-ce qu'on fait pour en éviter un deuxième? On a dit qu'il faut agir dès les premiers signes. Alors, il y a eu plusieurs types de campagnes avec des affiches, etc., pour aider à la reconnaissance des symptômes. Moi, j'en ai choisi une. Je l'aime bien parce que ça dit vite. Et donc, effectivement, le message, c'est qu'il faut appeler vite le 15. Il ne faut pas passer par le médecin traitant parce que cela prolonge les délais d'arrivée à l'hôpital. Et du coup, c'est par exemple le visage paralysé, on l'a dit, la motricité d'une zone qui est très spécifique, elle a une correspondance anatomique au niveau du cerveau. La deuxième, c'est l'inertie d'un membre ou d'un hémicorps. La troisième, c'est le trouble de la parole. C'est les signes et les symptômes qui sont le plus fréquemment reportés et les plus faciles aussi à reconnaître. Il y en a plusieurs, je vous assure, très compliqués, des fois très subtils. Mais bien sûr, ça, c'est les plus fréquents et donc ceux qui sont le plus accessibles, entre guillemets, à la reconnaissance pour quelqu'un qui ne fait pas ce métier. Il s'agit d'une extrême urgence et donc il faut vite appeler le 15. Comme je disais, le fait d'appeler le 15 en fait permet l'accès prioritaire
le service d'accueil d'urgence. Les médecins du SAMU qui sont impliqués dans la prise, je reviendrai sur ça, les médecins du SAMU qui sont très impliqués dans la prise en charge, quand ils reçoivent un appel qui est un appel qui dénonce, entre guillemets, ou qui alerte quant à la présence d'un patient qui fait un déficit neurologique brutal et focal, ils nous appellent. Ça, c'est l'appel du 15, en fait, déclenche l'appel de l'unité neurovasculaire de proximité. Donc, le médecin du SAMU avec le neurologue vasculaire qui est sur place. Il n'y a pas beaucoup d'unités neurovasculaires, j'y reviendrai, mais sur l'unité neurovasculaire de proximité, il nous appelle et nous, on peut organiser en amont de l'arrivée de l'hôpital, du patient à l'hôpital, la prise en charge intra-hospitalière. Donc, il y a tout un tas de démarches qui sont faites bien avant que le patient met ses pieds dans l'hôpital. Il arrive avec le moyen le plus rapide possible, c'est souvent des transferts qui ne sont pas médicalisés, avec donc le SAMU. Alors on a des transferts en hélico aussi, enfin le SAMU vraiment joue un rôle très important par rapport à toute cette phase qui est la phase préhospitalière. Et ensuite, le patient, il arrive à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le neurologue vasculaire, donc comme moi, je passe beaucoup de temps de ma vie à cet endroit. Mais du coup, on a l'arrivée du patient aux urgences. Si le patient est notifié par le 15, en général, le neurologue attend le patient à l'accueil des urgences. On fait un examen neurologique, donc comme vous voyez, on décrit et on essaie d'acter quant à la gravité et potentiellement on anticipe quel est l'endroit du cerveau qui est lésionné, c'est notre compétence. On cherche un peu les signes, alors on a parlé de la paralysie faciale, on teste un peu l'aspect moteur par exemple, la sensibilité, la coordination, tout ça, ça se fait très vite. Et on prend des constantes, la tension artérielle, la glycémie, tout ça, ça va très très vite. Il y a beaucoup de monde avec l'infirmière, l'aide-soignante, il y a 3-4 personnes qui sont autour du patient. Tout ça, ça va très vite. On fait une prise de sang en urgence, un électrocardiogramme et le patient est tout de suite transféré à l'imagerie. Pourquoi ça? Parce que comme on l'a dit, on n'arrive pas à faire la différence entre un AVC ischémique et hémorragique que sur la clinique. Donc, une étape qui prend du temps, mais qui est essentielle, c'est le passage à l'imagerie. On fait une imagerie qui est une imagerie à type de scanner ou d'IRM. En France, on est très IRM, donc on fait très souvent l'IRM, ce qui est un bien parce que ça a une plus-value. Donc, le patient est amené à l'IRM et derrière la console, il y a l'équipe qui se constitue du neurologue vasculaire, du radiologue, et du manipulateur radio qui interprète les images en live. Il n'y a pas de compte-rendu, il n'y a rien qui s'attend, entre guillemets. Tout se fait en quelques minutes. On voit les images, on décide si c'est un AVC ischémique ou s'il s'agit d'un AVC hémorragique et on amène le patient faire son traitement s'il est candidat. Ce qui est préconisé, c'est que dès l'arrivée du patient à l'hôpital jusqu'à son traitement, vous voyez le délai, entre guillemets, intra-hospitalier, il doit être moins de 60 minutes. On pourrait penser que c'est un long délai, mais en fait, ça va très vite parce que rien que l'IRM, ça prend 20 minutes. Déplacer les patients, c'est long. Les amener d'un côté à l'autre de l'hôpital, c'est long. Et donc, chaque seconde est très important et nous on se bat beaucoup sur ça parce que il faut former les équipes. Quand on est face à une urgence, vous imaginez bien que dans les hôpitaux en tension ça suit pas forcément, donc on est très engagé par rapport à ça et je reviens 2 secondes par rapport à avant parce que par minute, quand on parle d'AVC, chaque minute perdue correspond à une perte d'environ 1 million de neurones dans le cerveau. Donc ça va très vite. Alors là, ils ont fait des calculs, c'est des calculs qui sont statistiques et très, fascinants parce qu'il y a un côté de mathématiques qui est difficile à suivre, mais je vous assure, c'est vrai. Il y a eu une dernière étude là qui a été faite récemment et qui dénonce que pour chaque seconde de temps perdu sur la prise en charge d'un AVC, le patient perd 2,2 heures d'autonomie après son AVC. Si vous faites le calcul, c'est énorme parce que la perte de quelques dizaines de minutes, ça correspond à une perte de plusieurs mois d'autonomie sans maladie, entre guillemets. Donc il faut aller vite. Et il faut aller vite pourquoi? Parce que dans le cas de l'hémorragie cérébrale, le principal facteur qui détermine le pronostic, c'est le volume de l'hémorragie. Si l'hémorragie, elle double de volume, la probabilité de décès, elle augmente de plusieurs dizaines de fois. Et pour éviter du coup que l'hémorragie
prennent de la place à l'intérieur du cerveau, il faut essayer de combattre l'expansion qui est un peu l'évolution physiologique du sang qui extravase de ce vaisseau qui s'est rompu. Alors comment ça se passe? Vous imaginez bien que dans le vaisseau qui s'est rompu, il y a du sang qui circule à une certaine pression. La pression artérielle détermine également la pression qui va pousser, entre guillemets, le sang à extravaser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut baisser la tension le plus vite possible avec des cibles qui sont bien précises, avec des médicaments qui sont mis en place dans un environnement très protégé qui est représenté par les soins intensifs neurovasculaires où tous ces traitements se font. Et puis, dans les cas des patients qui sont sous anticoagulants, il faut vite réverser l'action de ces anticoagulants parce que les anticoagulants sont des médicaments qui fluidifient le sang et donc c'est pas ce qu'on veut quand on a un vaisseau qui saigne. On veut absolument plutôt créer un caillot qui puisse empêcher de continuer à saigner. Dans certains cas, il y a des potentielles indications chirurgicales, ça c'est les cas les plus graves, ou des traitements de radiologie interventionnelle. On n'a pas encore à ce stade dans l'hémorragie cérébrale trouver un traitement qui soit entre guillemets résolutif, mais on y travaille. Il y a plusieurs pistes. Pendant plusieurs années, ce qu'on a essayé de faire, c'était de donner des médicaments qui qui déterminaient la formation d'un caillot pour justement limiter l'hémorragie tout de suite. C'est des facteurs qu'on appelle des facteurs de l'hémostase, donc pour tamponner à ce... Mais malheureusement, on a les essais cliniques, il y en a eu plusieurs, ça fait 15 ans qu'on essaie de trouver ça, n'ont pas marché parce que malheureusement, la fenêtre thérapeutique dont on dispose dans cette maladie-là, elle est très étroite. C'est-à-dire que l'expansion de l'hémorragie, elle se fait trop tôt. Donc les malades qui ont été traités, qui ont été randomisés dans ces études, malheureusement, n'ont pas obtenu un bénéfice clinique parce que malheureusement, on arrivait probablement trop tard. La deuxième piste, qui est actuellement une piste, disons, de recherche très active, sur laquelle on s'est, nous aussi, proposé avec des projets au CHU de Nice, c'est le fait d'étudier un peu plus tout ce qui se passe autour de l'hémorragie, parce que dans les jours et dans les semaines qui suivent l'hémorragie, il y a très souvent une espèce d'inflammation qui se crée autour, parce qu'il y a du sang, donc c'est comme un bleu quand on a un traumatisme, et ben ça a tendance à gonfler parce qu'il y a de l'inflammation. Donc tout cela contribue bien sûr à, disons, au handicap fonctionnel qui suit l'hémorragie. Donc ces stratégies, on va dire, de traitement de ce qu'on appelle les dégâts secondaires de l'hémorragie même sont en cours d'étude. Tout est complètement différent pour ce qui concerne l'ischémie cérébrale, parce que dans le cas de l'ischémie cérébrale, on l'a vu, il n'y a pas un vaisseau qui s'est rompu, il y a un vaisseau qui s'est bouché. Donc l'enjeu, c'est de déboucher ce vaisseau. Alors, quand on disait que le temps passant, l'ischémie on va dire, devient entre guillemets irréversible, c'est exactement ce que vous voyez dans la photo. C'est-à-dire qu'on a dit qu'un vaisseau est responsable d'un certain territoire vasculaire. Le territoire qui est, on va dire, normalement irrigué par cette artère qui se bouche, commence à aller en souffrance. Néanmoins, si vous voulez, le cerveau est vraiment très bien fait parce que quand il y a une artère qui se bouche et le cerveau va en souffrance, il y a des artères un peu qu'on appelle les collatérales qui se mettent en route pour essayer de donner un peu de débit sanguin, entre guillemets, à la zone qui est autour de cette corps qu'on appelle le noyau, entre guillemets, de l'ischémie, ce qui est le plus à côté de l'artère qui se bouche. Néanmoins, cette collatéralité, elle a une limite, elle a une durée qui est limitée. Donc, elle peut compenser un peu, ce qui fait que pendant un certain temps, une fenêtre qui est autour, très variable à l'échelle individuelle, mais qui est autour, on va dire, pour être simple, à 6 heures, eh ben, ça permet à cette zone qui est autour, on l'appelle pénombre, parce que c'est une zone qui est encore vivante, potentiellement sauvable, mais qui va pas très bien, eh ben, de rester en vie, justement. Donc, l'idée, c'est que quand on a une artère bouchée, comme vous le voyez là-haut, il faut essayer de la déboucher le plus vite possible. Alors, on a depuis les années 90 un traitement qui se fait en intraveineuse, c'est l'actylyse, c'est la thrombolyse intraveineuse, je pense que vous en avez entendu parler, et qu'on maîtrise, enfin, disons que c'est les neurologues vasculaires qui gèrent ce médicament qui a des potentiels effets indésirables majeurs.
Et depuis 2015, donc comme vous voyez, c'est tout nouveau, on a validé, grâce à des études randomisées, ce qu'on appelle la thrombectomie mécanique. Donc le fait de monter avec un cathéter et d'extraire le caillot. Souvent, c'est les caillots qui se coincent dans les grosses artères qu'on retire mécaniquement, mais de le retirer du coup et de déboucher mécaniquement l'artère. Alors ça, c'est l'exemple de la thrombolyse, c'est ce que je vous disais. On a un vaisseau qui s'est bouché, ça c'est le cerveau vu du haut. Et là, il y a un vaisseau qui est bouché. Comme vous le voyez, effectivement, j'ai un laser, je suis désolée, je l'avais oublié. Et voilà, il est bouché. Il n'y a plus de flux en aval. Là, vous voyez que toutes les artères qui sont là, elles sont plus là. Et au bout d'un certain temps, le rouge, c'est ce qui n'est plus sauvable. Parce que, comme je disais, en fonction de la profondeur de cette hypoperfusion et de la durée, eh ben, les dégâts deviennent en fait irréversibles. Alors vous voyez que le rouge, il est entre guillemets perdu, mais le temps passant, tout ce qui est vert, il pourrait devenir rouge en fait. Donc en débouchant l'artère, eh ben, on a obtenu que le patient, il n'a pas créé un AVC de cette taille-là, mais il a constitué un AVC qui va avoir tout un autre résultat sur le plan de son pronostic. Ça, c'est le médicament qui se fait en intraveineux. Et ensuite, ici, la thrombectomie mécanique qui se fait dans un bloc opératoire. C'est un peu comme pour les cardiologues. On utilise le pli de laine pour passer à travers l'artère fémorale. Le cathéter monte au niveau des artères du cerveau. Et comme je vous l'ai montré avec cette vidéo, eh ben, le cathéter, il va retirer le caillot qui s'est coincé dans le vaisseau. Ça, c'est une vidéo un peu... on va dire dessiné, c'est pas vraiment comme ça, mais là vous voyez le cathéter, il a déployé ce qu'on appelle un stent retriever, et ce stent en fait il va piéger le caillot et il va le ramasser en débouchant l'artère. Là c'est ce qui se passe, ça c'est l'artère cérébrale moyenne qui est une des artères les plus importantes du cerveau, et là vous voyez une deuxième technique, parce que bien évidemment en fonction de l'anatomie du patient c'est une spécialité à part. Et ben le cathéter avec un guide est monté dans le cerveau, et là il y a un cathéter d'aspiration qui va lui aspirer le caillot pour le retirer. Les collègues qui s'occupent de ça, c'est les neuroradiologues interventionnels. C'est des radiologues qui ont l'habitude d'utiliser les cathéters, effectivement. Et c'est une partie de la prise en charge de ces patients qui est essentielle, parce que ce traitement a effectivement complètement bouleversé le pronostic des patients. Et sur la région PACA, le CHU de Nice est le seul hôpital qui a un plateau technique pour réaliser ce type de traitement. L'unité neurovasculaire, c'est ce qu'on a dit, c'est l'endroit où tout ça se passe. À part le bloc de thrombectomie mécanique, tous les traitements et la prise en charge des patients qui font un AVC se passent chez nous. Ça, c'est le service du CHU de Nice. C'est une unité qui est dédiée à la prise en charge des AVC. Il y a une unité de soins intensifs. À Nice, c'est 8 lits de soins intensifs et une unité de prise en charge conventionnelle. Le personnel qui est formé n'est pas formé que de médecins. Il y a les kinésithérapeutes, les assistantes sociales, il y a également les orthophonistes, les ergothérapeutes, les infirmiers bien sûr, et tout cela a un véritable impact sur la prise en charge. Les caractéristiques de cette unité, c'est qu'il y a un accès H24 à l'imagerie du cerveau et des vaisseaux du cerveau. Comme vous voyez ici, ça c'est des imageries vasculaires où on a vraiment une visualisation de ce qui se passe au niveau des vaisseaux. Et puis c'est des unités où les patients bénéficient en fait de ce qu'on appelle un monitorage cardiaque H24. Donc il y a ce qu'on appelle une télémétrie, un suivi du rythme cardiaque, parce que vous imaginez bien que quand on fait un AVC, l'équilibre global de son organisme est déstabilisé. Donc, il y a souvent des complications cardiaques. Et donc, cela permet un monitorage H24 et également un service de cardiologie qui permet des autres explorations fonctionnelles. Quand on parle des traitements à la phase aiguë de l'AVC, j'ai bien aimé ce tableau. Alors, c'est un peu spécifique, mais je vais vous montrer ce que je voulais effectivement vous montrer. Et ça vient d'un rapport de l'Académie de médecine qui a été publié en octobre 2022, donc c'est tout récent. Rapport qui a été mené par le professeur Didier Lès, qui est un
désormais à la retraite, mais qui était mon ancien chef de service au CHU de Lille, où j'ai travaillé pendant presque 6 ans. Et là, vous voyez que quand on regarde le traitement, donc je vous ai parlé de la thrombolyse intraveineuse et de la thrombectomie, des traitements de l'ischémie cérébrale, traitement de l'hémorragie cérébrale, le fait de baisser la tension artérielle, et bien vous voyez que en termes d'impact à l'échelle de la population, le fait de passer dans une unité, d'être hospitalisé dans une unité neurovasculaire, c'est le traitement, c'est à considérer comme un véritable traitement le plus impactant. Ça, c'est une échelle qu'on utilise pour estimer l'entité du bénéfice d'un certain traitement. Donc, on dit il faut traiter autant de patients pour en sauver un. Pour l'unité neurovasculaire, une fois qu'on a hospitalisé 16 patients, parmi ces 16 patients, on a évité un mort et ou un handicap. Et là, vous voyez qu'en termes de population, le nombre de personnes qui peuvent bénéficier de ce traitement, c'est le plus élevé parmi tous les autres. Parce que effectivement, quand on a un patient qui arrive un peu tard ou qui a des critères d'exclusion au traitement, il ne peut pas bénéficier des traitements. Or, l'unité neurovasculaire est accessible à tout le monde, théoriquement. Et quand vous voyez ici les autres chiffres, eh ben vous voyez que pour la thrombolyse, c'est à peu près la même chose. Et pour la thrombectomie mécanique, qui est néanmoins, comme vous le voyez ici, c'est des traitements qui sont très limités. C'est-à-dire que pas tout le monde peut accéder à ces traitements. Pas tout le monde a une indication à avoir ces traitements. Donc, par rapport à l'unité neurovasculaire, non seulement donc on a vu son impact en termes de population vraiment générale, ça réduit la mortalité, ça réduit l'institutionnalisation après un AVC, ça réduit le taux de décès ou de dépendance, et ça c'est vrai à tout âge et pour tout type d'AVC. Donc, pourquoi ça ? Eh ben parce que l'AVC, c'est une maladie grave sur le plan neurologique, mais ce n'est pas une maladie grave uniquement sur le plan neurologique. Ça a des complications potentiellement qui vont au-delà du cerveau, parce que quand le cerveau est atteint, il y a potentiellement des déséquilibres qui se font, par exemple, sur le plan du système immunitaire. C'est des patients qui sont à très haut risque de faire des infections du poumon, des infections urinaires, et tout cela complique et aggrave en fait le pronostic. Vous imaginez bien qu'avec une infection à 42 fièvres, le cerveau qui est en train de souffrir d'un AVC, il ne va pas s'améliorer. Donc le fait de pouvoir dépister ces complications, parmi celles-là, bien évidemment, vous imaginez que les patients qui ont un déficit, ils restent au lit. Ils restent au lit, donc ça fait des phlébites, ça fait des embolies pulmonaires. Il y a tout un tas de complications qui sont très spécifiques à la pathologie neurovasculaire, qui sont dépistées en amont, anticipées et traitées en unité neurovasculaire. Les autres services n'ont pas cette spécificité. Et par ailleurs, il y a des complications neurologiques, bien sûr, d'aggravation du tableau et surtout de récidive qui est très élevé chez les patients qui ont fait un AVC. En gros, un patient qui a fait un AVC, il est à très haut risque de refaire un AVC. Pour des raisons différentes en fonction du type. Et pourquoi ça ? Parce que tant qu'on n'a pas traité la cause de cet AVC, la cause, elle est toujours là, donc ça risque de revenir. Donc le rôle de l'unité neurovasculaire qui est de prendre en charge la phase aiguë de l'AVC, d'éviter que ça se complique sur le plan neurologique et extraneurologique, mais aussi plus tard, d'accompagner le patient, il est aussi, après les premières heures, de commencer à faire un bilan étiologique, on dit ça, c'est-à-dire on essaie de chercher pourquoi le malade il a fait un AVC. On va voir rapidement quelles sont les causes d'AVC qui sont différentes entre l'hémorragie et l'AVC ischémique, parce que c'est pas les mêmes maladies. Mais du coup, dans la plupart des cas, quand on parle d'AVC ischémique, l'artère qui se bouche, ça c'est un caillot qui a été retiré d'une plaque de l'artère carotide. Dans environ 30% des cas, le problème il est là effectivement. Il y a les 4 axes dont on a parlé, les gros tuyaux qui amènent le sang au cerveau. Et avec les facteurs de risque dont on va parler dans quelques minutes, les vaisseaux s'abîment, c'est-à-dire qu'il y a des calcifications, il y a des dépôts de gras, il y a des choses qui se mettent au sein de la paroi de l'artère et qui déterminent de plus en plus un rétrécissement de sa lumière.
Donc, soit sur des phénomènes locaux de thrombus, de caillots sur plaque d'athérome, soit directement la plaque qui bouche le vaisseau, et ben, il y a une conséquence hémodynamique en aval de cette obstruction. Ça, c'est 20% des cas, c'est par contre un problème cardiaque. On a, dans la plupart des cas, surtout chez les patients plus âgés, une maladie que vous connaissez probablement, qui est la fibrillation atriale. La fibrillation atriale, c'est un trouble du rythme qui fait que le cœur, plutôt que de pomper de manière rythmique, eh ben, il est irrégulier. Alors, quand il est irrégulier, le sang, il stagne à l'intérieur du cœur. Et quand le sang stagne, eh ben, ça caillote. Et du coup, la fibrillation atriale produit des caillots qui sont initialement stockés, entre guillemets, au niveau de l'oreillette du cœur et qui partent ensuite, quand le cœur il reprend souvent un rythme plutôt régulier, ils partent au niveau du cerveau et provoquent un AVC. Le troisième, en termes de fréquence, la troisième cause en termes de fréquence, c'est la maladie des petites artères. Alors on l'a vu, les vaisseaux du cerveau, c'est comme un arbre, ça se ramifie et ça devient de plus en plus petit. Les plus petits de ces vaisseaux, c'est des artères perforantes qui pénètrent donc dans la substance du cerveau. C'est des vaisseaux qui sont très fragiles. Donc, à cause de tout un tas de facteurs de risque, qui sont aussi des facteurs de prédisposition génétique, ils peuvent s'abîmer et provoquer, dans ce cas-là, quand on a une maladie des petites artères, à la fois des maladies ischémiques, des AVC ischémiques et hémorragiques. Donc c'est une maladie qui est très complexe et parfois très difficile à gérer. Il y a d'autres maladies dont je ne parlerai pas, mais qui sont bien évidemment plus rares. Mais vous imaginez que le spectre des possibles causes d'AVC, il est extrêmement large. Comme je vous disais au départ, il y a 10% d'AVC qui se font chez les sujets de moins de 45 ans. Et ben, ça ne sera pas les mêmes causes. On a souvent des maladies qui sont très spécifiques aux sujets jeunes. On a des maladies génétiques qui sont associées à l'AVC, même des maladies monogénétiques. Donc, les démarches et, on va dire, les étapes de ce diagnostic se font au sein de ce service qui est le service d'unité neurovasculaire. Par rapport aux hémorragies, encore une fois, je vous disais que la maladie des petites artères peut être à l'origine des AVC ischémiques et des AVC hémorragiques. Il y a aussi d'autres maladies qui sont des maladies un peu à cheval avec d'autres maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer qui est l'angiopathie amyloïde par exemple. Et parfois, l'hémorragie, elle cache en fait des maladies qui sont des maladies vasculaires ou du tissu cérébral sous-jacente. Donc des maladies macrovasculaires, c'est des malformations vasculaires par exemple, les tumeurs cérébraux et puis parfois des thromboses veineuses. C'est assez complexe. Mais du coup, il ne s'agit pas des mêmes causes. Il faut savoir orienter le diagnostic avec tout un tas d'examens qui se font et qui vont désigner, entre guillemets, quelle est la cause la plus probable. Il est important de trouver la cause, même si dans 25% des cas, la cause reste indéterminée, d'où l'importance de continuer le suivi en consultation après son AVC. Mais bien sûr, l'importance de dépister la cause, c'est pour optimiser la prévention de la récidive. Alors, comment on fait ça ? On essaye de traiter la cause quand c'est possible et puis ensuite, on met en place des traitements au long cours. Dans le cadre de l'AVC ischémique, par exemple, on utilise des traitements comme les antiagrégants ou les anticoagulants qui fluidifient le sang et qui baissent le risque de refaire un caillot. Pour les hémorragies, c'est tout un autre chapitre parce que en termes de médicaments, on n'utilise pas des médicaments qui, à l'inverse, rendent le sang plus solide, mais au contraire, on essaie d'éviter à tout prix l'utilisation de ces médicaments et du coup, l'expertise neurovasculaire et l'expertise qui permet d'établir la balance bénéfice-risque entre l'indication potentielle et la contre-indication liée à l'hémorragie. Dans tous les cas, il faut prévenir tout ce qui abîme les vaisseaux, les facteurs de risque cérébrovasculaires. On en parle souvent comme des facteurs de risque cardiovasculaires. Le paradigme doit un peu changer parce que ces facteurs de risque cardiovasculaires, c'est aussi des facteurs de risque pour les vaisseaux du cerveau. Effectivement, la prévention des facteurs de risque vasculaires, que ce soit pour le cerveau ou pour le cœur, ça prévient bien sûr tous les accidents qui ne sont pas que cérébraux, mais aussi les accidents au niveau cardiaque, les accidents au niveau des membres inférieurs, etc. Alors, quand on a établi la cause et que le patient il est, on va dire, sortant vers un centre de rééducation ou vers son domicile, eh ben,
il y a plusieurs séquelles qui sont rapportées. Alors, c'est la plupart des patients. Moi, je dirais que quand je regarde à ce tableau-là, c'est peut-être 99% des patients qui ont une de ces séquelles-là. Alors, il y en a qui sont des séquelles motrices, le langage, la cognition, on l'a vu, c'est la deuxième cause de démence chez les sujets âgés. Mais il y a aussi des séquelles qu'on appelle des séquelles invisibles, qui sont très difficiles à tolérer pour les patients. Parce que quand on a fait un AVC, il y a des syndromes anxio-dépressifs, il y a une fatigue qui est une fatigue pathologique qui est liée le plus souvent au fait que le reste du cerveau, il essaye de se remettre en route et de compenser à la fonction entre guillemets perdue. Et du coup, cela coûte extrêmement d'énergie. Ça coûte de l'énergie. Et donc, les patients, ils sont extrêmement fatigués pendant des mois. Et de l'extérieur, peut-être que personne pourrait réaliser que ce patient il a fait une maladie grave, et pourtant on a des séquelles qui vont bien au-delà de la séquelle motrice ou de la séquelle du langage. Donc tout cela nécessite d'une prise en charge post-AVC, de consultation. La consultation, c'est quelque chose qui est organisé de manière plutôt pluridisciplinaire, mais il y a un rôle bien sûr du médecin généraliste sur lequel j'insiste très souvent parce que on n'arrive pas malheureusement à suivre, nous, en tant que neurologue vasculaire, le contrôle de chaque facteur de risque par exemple. Donc on se met, et il est hyper important de se mettre en lien avec son médecin généraliste et nous, de notre côté également, de se mettre en lien avec le médecin généraliste pour optimiser la prise en charge qui doit être, j'utilise souvent le terme militaire, parce que c'est exactement le cas. Il faut que ça soit un contrôle strict des facteurs de risque vasculaire. Et puis, bien sûr, la consultation post-AVC permet de réévaluer les traitements, de mettre en place des aides, de mettre en place des solutions, parce que souvent, le médecin, c'est ce qu'il fait. Il trouve des solutions à des problèmes qui peuvent parfois ne pas être des problèmes uniquement médicaux, à proprement dit. Donc les progrès se sont faits de ce côté, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, 60% des patients ont un suivi post-AVC. On a de plus en plus des patients qui font appel au 15, et ça c'est très important parce que ça permet d'élargir le nombre de patients qui sont candidats à des traitements de phase aiguë. Et du coup, la plupart des patients peuvent arriver à l'hôpital dans les délais qui permettent la mise en place de ces traitements. Dans la région PACA, ça c'est pas une belle nouvelle malheureusement, mais je tenais quand même à le dire parce que c'est toujours les résultats du rapport de l'Académie de médecine qui est publié et accessible, ça a été envoyé au ministère. La région PACA a très peu de lits d'unités neurovasculaires par rapport au nombre d'habitants dans cette région, qui est un nombre d'ailleurs qui est très sous-estimé parce que, comme vous le savez, cette région elle est très attractive pour les touristes et pour des personnes qui font des vies un peu à moitié entre le nord de l'Europe ou en général le monde entier ici. Et donc on a 8,9 places d'hospitalisation en UNV par million d'habitants, ce qui est bien en dessous de la moyenne française, qui est de 13,6 places par million d'habitants. On est aussi une population qui est plutôt âgée et qui est encore plus en dessous de la moyenne italienne, étonnamment. 23,2 places par million d'habitants en Italie et en Allemagne, presque 30 places par million d'habitants en Italie. Donc, la région PACA nécessite de faire beaucoup de travail pour la prise en charge des AVC. Je pense que c'est un message qu'il faut passer parce que nous, les premiers, en connaissant, si vous voulez, le bénéfice qu'on apporte à cette maladie, quand on ne peut pas hospitaliser les patients parce qu'on n'a pas de place, c'est pour nous très, très, très désespérant et frustrant. Sur la région PACA, il y a 2 unités neurovasculaires. En gros, c'est Nice et Cannes. Il n'y en a pas d'autres. Il ne faut pas qu'il y en ait d'autres. En fait, il faudrait, selon les préconisations du rapport de l'Académie de médecine, potentier celles qui existent déjà avec le personnel spécialisé. On fait une spécialité qui est difficile parce que c'est une spécialité d'urgence où on est sur le terrain. C'était très contraignant et comme je disais il n'y a pas longtemps, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent travailler beaucoup. Et donc, il faut essayer d'augmenter cette attractivité et cette attractivité, elle se fait en améliorant les conditions de travail. Nice, c'est le seul centre, comme je vous disais,
qui a un plateau technique de neuroradiologie interventionnelle pour la thrombectomie mécanique et tous les autres services, on va dire, pour les patients qui font des AVC plus graves, comme la neurochirurgie, la radiologie H24, la réanimation, etc. Et du coup, en termes d'organisation préhospitalière, quand il y a un patient qui fait un AVC qui est d'emblée estimé comme un AVC grave, potentiellement candidat à une thrombectomie mécanique, même si le patient il est là, il va venir chez nous directement. Donc on draine en fait toute la région, même du 83 de Fréjus et du Var. Alors, on a parlé de tout ça, mais on va quand même essayer de prévenir la survenue d'un AVC. Alors, comment? Je pense qu'il y a deux façons de faire qui sont les deux hyper importantes. La première, c'est de reconnaître l'AIT, parce qu'on a parlé d'AVC, mais il y a aussi des situations où, en fait, ce déficit neurologique focal et brutal, il est spontanément régressif en quelques minutes. Alors, on pourrait se dire, c'est rien, c'est passé, je consulte pas parce que ça va maintenant. Or, il ne faut pas faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il s'agit d'une sonnette d'alarme. C'est des signes qui durent il y a quelques minutes. Alors, on a vu l'importance de déboucher les artères. On a des médicaments pour le faire. On a les cathéters pour le faire. Mais en fait, le cerveau et l'organisme, il est tellement bien fait que parfois, ça marche tout seul. Parce que quand il y a un caillot qui s'est formé dans une artère du cerveau, il y a ce qu'on appelle une fibrinolyse physiologique. Donc, un mécanisme de dissolution du caillot par le biais des facteurs de la coagulation qui s'installe spontanément. Donc le corps, il essaie lui-même de déboucher son artère. Et parfois, ça marche. Ça marche et la fibrinolyse fait, spontanée, sans traitement, fait que les signes régressent en quelques minutes. Néanmoins, quand on a fait un AIT, le risque de faire un AVC, il est beaucoup plus important. Vous voyez que 30% des AVC sont précédés d'un AIT. Et que dans les 5 ans après avoir fait un AIT, il y a un risque de 25%, ce qui est un risque énorme, de faire un AVC. Donc il est impératif, quand on a un symptôme neurologique brutal et focal, de consulter en urgence en faisant les mêmes choses qu'on fait quand on a un déficit qui persiste. Donc il faut appeler le 15 et il faut être orienté dans l'UNV, dans son UNV de proximité. Pourquoi? Parce que l'imagerie cérébrale est indispensable. Je vais vous montrer 2 petits dossiers, mais c'est des dossiers de la semaine dernière, donc je me suis dit que c'était important pour vous montrer. 69 ans, une dame, Madame F, elle a une hypertension qui est bien équilibrée. Pendant quelques minutes, elle a présenté une difficulté à s'exprimer. Elle n'arrivait pas à trouver ses mots, elle ne comprenait pas tout ce qu'on lui disait, etc. Mais tout rentre dans l'ordre. Madame F a eu un très bon réflexe parce qu'elle est venue chez nous. Elle a fait une IRM cérébrale dans l'heure qui suivait ses symptômes. Et ce qu'on a trouvé, c'était effectivement un petit AVC malgré tout, malgré les symptômes très rapidement régressifs. On a trouvé un petit AVC cortical et une fibrillation atriale, ce qui a permis d'introduire un traitement anticoagulant pour prévenir un risque de récidive qui aurait été autrement extrêmement élevé. Deuxième cas de figure, un patient de 73 ans qui est un ancien gros fumeur, qui prend un traitement par aspirine parce qu'il avait déjà fait un infarctus du myocarde et qui en fait présente une paralysie faciale, donc un déficit, une asymétrie du visage, encore associée à une difficulté à s'exprimer qui a duré cette fois-ci 40 minutes. Mais tout était rentré dans l'ordre. Donc il arrive, il a ses imageries, il n'y a pas d'AVC pour lui. Donc il s'agit effectivement d'un AIT, un accident ischémique transitoire. Néanmoins, quand on va faire un bilan des ces vaisseaux, vous voyez qu'ici c'est la naissance de la carotide interne, et ben l'artère elle tient sur un fil. Ça c'est vraiment le cas de le dire. Donc ce monsieur il a été opéré en extrême urgence. On lui a débouché la carotide. Ça c'était un traitement qui s'appelle endartériectomie. On enlève en fait la plaque qui est responsable de cette occlusion, presque pseudo-occlusion de ce vaisseau, avec l'instauration d'une hygiène de vie et l'arrêt de tous ces facteurs de risque. Il va actuellement très bien. Donc, première chose, c'est reconnaître l'AIT. Deuxième chose, c'est reconnaître et traiter les facteurs qui sont un risque pour les vaisseaux. Quels sont ces facteurs? Je pense que vous les connaissez. Alors, ils sont les mêmes pour l'hémorragie et pour l'infarctus cérébral. Mais ils ont un poids différent en fonction de ces maladies-là. C'est-à-dire que, par exemple, je vous montrerai, l'hypertension artérielle est un facteur de risque très important d'hémorragie cérébrale. Ça l'est
aussi pour l'AVC ischémique, mais ça l'est moins pour l'AVC ischémique, en proportion. Alors, il y en a qui ne sont pas modifiables, forcément, on ne peut pas, malheureusement, pas encore, rejaunir. On a l'âge comme facteur de risque, le sexe masculin, surtout avant... on va dire l'âge de la ménopause. Et il y a des facteurs génétiques qui sont en cours d'étude. Il y a énormément d'études dans ce domaine avec une équipe qui est l'équipe de Bordeaux qui a vraiment beaucoup avancé sur ces aspects. Il y en a qui sont modifiables. On peut les traiter, on peut les dépister et il faut que chacun cherche à éviter ces facteurs de risque-là. Donc la première, c'est l'hypertension artérielle, bien évidemment le tabac, le diabète, le cholestérol élevé, le surpoids, l'alcool, la contraception orale, ça c'est pour les jeunes femmes, surtout quand ça s'associe au tabac, ça augmente d'environ 10 fois le risque de faire une thrombose veineuse du cerveau. Le traitement hormonal substitutif pour la femme en âge de ménopause, la migraine et la sédentarité. Alors pour la plupart, alors ça c'est la fiche toujours de la Société française neurovasculaire, vous voyez que ces facteurs sont très dépendants un peu de l'âge des patients, mais près de 90% sont ceux que je viens de mentionner. Ils augmentent après l'âge de 35 ans. Il y en a de nouveaux qui expliquent aussi le pourquoi dans les études d'incidence, il y a une incidence qui augmente bien sûr à cause du vieillissement de la population, mais qui augmente aussi parce qu'il y a des nouveaux facteurs de risque dont l'incidence augmente, notamment les drogues et la pollution. Globalement, quand on parle d'hypertension, eh ben, on sait que l'objectif est de 13,80. Alors, celle-ci augmente le risque de faire un AVC ischémique d'environ 4 fois et le risque de faire une hémorragie cérébrale d'environ 10 fois. Les traitements, ils marchent beaucoup et c'est pour ça que je tiens à insister à dire qu'il faut contrôler sa tension artérielle, même si on va bien et même si on n'a pas de symptômes. Parce que dès qu'on baisse, chez les patients qui ont qui ont une tension artérielle un peu plus haute, dès qu'on baisse de 10 mm de mercure sa tension artérielle, il y a un énorme bénéfice en termes de prévention cérébrovasculaire et cardiovasculaire aussi. La moitié des hypertensions artérielles sont méconnues. Quand on reçoit les patients, ils ne savent pas d'être hypertendus. On les retrouve avec des chiffres qui sont à 15, 16 et plus cette hypertension est chronique, en fait, plus le cerveau, mais le corps en général, s'adapte à cette hypertension. Donc, il est très important, même si on va bien, même si on n'a pas de symptômes, de se dépister ça. Comment ? Il faut faire des automésures, ça c'est possible, à la maison. Globalement, pendant une semaine, ce que je conseille toujours, c'est, si vous avez l'appareil, sinon déjà en passant par le médecin généraliste, c'est de prendre sa tension. Une fois qu'on s'est réveillé, on s'assoit pendant 5 minutes, on prend sa tension et 3 minutes après, on reprend la tension et on fait un espèce de cahier de ces tensions artérielles pendant une semaine. Rien que ça permettra de dépister environ 50% des hypertensions. Il ne faut pas prendre sa tension quand on ne va pas bien, parce que là, la tension, elle va être certainement élevée. Il faut la prendre au repos et dans des conditions qui soient bien, contrôlées. Alors, si besoin, surtout pour qui a un sommeil, par exemple, de mauvaise qualité ou qui est au courant de faire des apnées du sommeil, c'est de faire aussi une mesure sur 24 heures. On a des haltères de la tension qui sont posés et qui prennent la tension pendant nos activités de la vie quotidienne. Donc, c'est un reflet de notre tension sur, on va dire, la durée. Parce qu'en soi, ces dernières années, ce qu'on a retrouvé, c'est qu'il n'y a pas que l'hypertension qui n'est pas bonne, il y a aussi la labilité de la tension qui agit, entre guillemets, comme facteur synergique de risque. Donc, quand on a une tension, et ça c'est malheureusement assez fréquent, qui varie beaucoup au sein des 24 heures, et ben ceci est un facteur de risque surajouté. Donc ça, à voir avec son médecin généraliste, mais si jamais on a un doute, n'hésitez pas parce que c'est un examen qui n'est pas invasif. Moi, je le fais faire très très souvent. Et ça donne énormément de résultats parce que ça permet aussi de décider à quel moment le patient doit prendre le médicament, par exemple, si plutôt le soir parce qu'il est hypertendu la nuit ou l'inverse.
Le tabac, c'est un facteur de risque d'athérosclérose. Vous avez vu le patient avec son petit filet d'artère qui coulait. Eh ben, c'était surtout à cause de ça. Ça se paye, malheureusement. 5 ans après l'arrêt, la bonne nouvelle, c'est que le risque revient à ceux de la population générale. Donc, c'est jamais trop tard, comme je dis toujours. Et par rapport aux femmes, ce risque-là, il est surtout à prendre en compte quand il y a une pilule de contraception ou un traitement hormonal substitutif, parce que cela effectivement augmente le risque de thrombose d'environ 10 fois. Par rapport aussi à l'hygiène de vie, alors l'alimentation en soi, moi je dis toujours qu'il ne faut pas se priver de tous les plaisirs de la vie parce que sinon ça n'a plus de sens, mais il faut tout faire avec un certain contrôle et une certaine modération. Donc, l'alimentation intervient dans le contrôle de l'hypertension. Vous savez que si on mange salé, eh ben, la tension artérielle, elle monte. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement, si vous mangez très salé, de manger moins salé parce que le sel en soi, il vous donne une habitude, mais il enlève aussi beaucoup de goût. Alors moi, personnellement, j'ai enlevé le sel depuis longtemps. Je ne suis pas hyper tendue, et je vous assure que les aliments ont un goût différent. Il faut un peu de temps, parce que si on a l'habitude de manger salé et qu'on arrête le sel d'un coup, ça c'est vrai que ça peut sembler pas bon. Mais essayez de diminuer, parce que ça a pour le coup un impact majeur sur l'hypertension. Et il y a aussi des nouvelles études qui sont faites, surtout chez la souris. C'est une équipe aux États-Unis qui travaille sur ça. Le professeur Iadecola, qui est un Italien avec qui j'ai beaucoup travaillé quand j'étais plus jeune, qui a montré que le sel impacte aussi le risque de développer des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Donc, très attention au sel. Donc, ça intervient dans le contrôle de l'hypertension, le diabète, tout ce qui est sucré, mais ça, je pense que c'est un peu de domaine, entre guillemets, public, le cholestérol et bien sûr le surpoids. Donc, il faut faire de l'activité physique. Ça, c'est super important. Il y a des études récentes qui ont de plus en plus documenté ça, au point que le médecin peut prescrire comme médicament, comme si c'était la prescription de l'aspirine ou d'un médicament antihypertenseur, eh ben, on peut prescrire le fait de faire une demi-heure d'activité physique par jour. Donc ça, dans cette région qui est magnifique, avec énormément d'endroits à explorer, c'est le plus important. En termes de régime alimentaire, je pense que, comme je disais, tout doit être fait avec modération, mais bien sûr, il faut éviter de manger très gras, il faut éviter de manger très gras tout le temps. On peut manger un peu gras à Noël parce que ça va venir, mais pas tout le temps. Alors ça, c'est toujours un poster de la SFNV, je vais conclure avec ça, avec les 5 mesures préventives qui permettent de diminuer le risque d'AVC de 80%. Il faut contrôler sa tension artérielle. On l'a vu, dès qu'on a une baisse de la tension artérielle, même de 10 mm de mercure, on a un bénéfice énorme en termes de prévention cérébrovasculaire. Et 50% des patients ignorent d'être hypertendus. La deuxième étape, c'est de manger sainement. Alors, manger du poisson régulièrement, au moins 5 fruits ou légumes par jour, préparer soi-même à manger et consommer des aliments qui sont peu salés. La troisième étape, c'est de contrôler son cholestérol. On préconise tous les 5 ans une prise de sang pour vérifier son taux de cholestérol. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser des médicaments pour baisser le cholestérol de manière agressive tout de suite. C'est pas ça, parce que le cholestérol, il a aussi une fonction qui est physiologique, mais c'est effectivement de le contrôler et d'essayer avec tout d'abord une hygiène alimentaire qui doit changer, bien sûr, si le cholestérol est élevé, de le garder dans des seuils qui soient, à l'occasion, le LDL cholestérol, qui est le mauvais cholestérol, inférieur à 1,6 g. La quatrième étape, c'est de faire 30 minutes de marche, par exemple, soutenue par jour. Et la cinquième, c'est d'arrêter le tabac. Alors, il est recommandé, comme je vous disais, tout ça pour baisser de 90% son risque de faire un AVC. J'ai presque fini, je voulais juste dire un mot sur le projet qui va être financé grâce à l'action des Roses de l'Espoir, qui est un projet qui s'appelle Nicest Thrombus en anglais. C'est un projet où ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier la composition moléculaire des caillots qui sont retirés par thrombectomie mécanique chez les patients qui ont fait un AVC ischémique,
pour essayer de trouver des corrélations entre la composition de ces caillots à l'échelle individuelle, la cause de l'AVC et pour optimiser les traitements de prévention secondaire de cet AVC. C'est un domaine qui est en expansion, qui est très à la mode en ce moment. Il y a plusieurs équipes qui travaillent sur ce sujet parce que effectivement, à l'échelle moléculaire, il y a probablement des données qu'on peut obtenir en étudiant ces caillots qui nous apporteront un bénéfice d'optimisation des stratégies de prévention secondaire. Je vous remercie de votre attention et je suis bien sûr ouverte aux questions du public. Je voudrais que vous nous parliez des statines qui sont l'objet de polémiques, qui sont utiles mais problématiques. Alors, il s'agit toujours du contexte, définir le contexte. Alors, je sais, parce que ma maman, elle me dit pareil, elle a une indication à prendre des statines, elle n'en veut pas. Mais j'ai beau à lui expliquer, mais c'est vrai que... Alors, les statines, c'est des médicaments qui ont des effets qu'on appelle pléiotropiques. C'est-à-dire qu'ils ont un effet de baisse du cholestérol, mais ils ont aussi des effets anti-inflammatoires, par exemple, et des effets de stabilisation des plaques d'athérosclérose. Donc, de plus en plus, la littérature médicale, donc ce qui est scientifique, en termes d'études, alors dans la littérature médicale, les études qui sont le plus, on va dire, solides, c'est les études où on fait la comparaison entre des patients traités versus des patients non traités. Cette typologie d'études s'appelle des études randomisées parce que on reçoit le patient et on décide, en fait c'est le hasard la plupart du temps, qui décide s'il est traité ou pas. La littérature médicale dans le domaine de l'AVC ischémique en particulier va de plus en plus dans la direction où il faut baisser de manière très agressive le cholestérol. Là, il y a des études récentes qui ont changer les cibles thérapeutiques. Quand j'ai commencé, bon, ça fait longtemps, mais il y a 15 ans, la cible qu'on préconisait pour les malades qui avaient fait un AVC ischémique était d'un cholestérol LDL inférieur à 1 gramme par litre. Maintenant, dans certains cas, notamment les patients qui ont des lathéromes, la cible a été baissée à 0,7 avec un net bénéfice. D'ailleurs, c'est une étude française du professeur Amaranco de Paris. L'étude TST a montré que si on baisse à 0,7, le risque de récidive, non seulement à l'échelle du cerveau, mais aussi au niveau extracérébral, parce que c'est souvent, on va dire, des maladies systémiques. Si on a des lathéromes au niveau des vaisseaux du cou, c'est qu'on en a probablement au niveau des coronaires, au niveau des jambes, etc. Ça baisse de manière très significative le risque de récidive. De l'autre côté, il y a d'autres maladies, comme par exemple les hémorragies cérébrales, où on ne préconise pas du tout ça. Donc, parce que, comme je disais, le cholestérol, il a son rôle physiologique, bien sûr. Donc, le fait de prendre ou pas des statines, ça dépend, et l'indication est donc la balance bénéfice-risque. C'est toujours une question de balance bénéfice-risque. Hein. Les médicaments, il n'y en a aucun qui est parfait. Il y a toujours des effets potentiellement secondaires. Il y a toujours une variabilité à l'échelle individuelle. Donc, effectivement, les statines, la raison de la polémique, c'est que ça peut donner des douleurs musculaires, c'est ce qu'on appelle des myalgies, avec une élévation des enzymes du muscle qui sont les CPK, par exemple. Mais c'est des effets qui sont anodins, j'ai envie de dire, par rapport au potentiel bénéfice qu'elles peuvent avoir chez des patients qui ont une indication. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Chez des patients qui ont un certain profil de risque, pour obtenir cette cible de cholestérol, il faut tout essayer. Il faut bien sûr prendre des statines. Il ne faut pas se refuser de prendre des statines pour ne pas avoir des douleurs musculaires. Il y a de la littérature médicale qui est très solide par rapport à ça. Il y a d'autres contextes où moi, la première, je ne prescris pas, je fais arrêter les statines parce qu'il n'y a pas d'indication. Mais si on reste sur un côté scientifique, pour des patients qui ont une pathologie athéromateuse surtout, figurez-vous que pour les patients qui ont fait un infarctus du myocarde, la cible de cholestérol LDL a été baissée à 0,5 en prévention secondaire. Donc,
on va de plus en plus dans cette direction. Il y a des études, là on va participer à une étude française qui est une étude, on va dire, un financement public, entièrement financé par le public, qui va essayer de baisser ultérieurement le seuil, la cible thérapeutique du cholestérol LDL après un AVC ischémique, à 0,5 comme ça l'est pour l'infarctus du myocarde. Donc ça dépend vraiment du contexte. La prévention primaire, donc les patients qui n'ont jamais eu d'accident, c'est une chose. Les patients qui ont fait un AVC et qui ont une certaine pathologie qui peut potentiellement expliquer cet AVC, c'est encore différent. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Comment dire, tout se fait, et ça c'est un peu le concept de la médecine personnalisée, tout se fait de plus en plus à l'échelle individuelle. On n'est pas tous pareils. Il faut... comment dire, à l'échelle du patient, définir quelle est la balance entre le bénéfice et le risque. C'est le plus difficile souvent. C'est souvent le plus difficile. Et c'est aussi la beauté de ce métier. Oui, vous venez de dire quelque chose de très intéressant, c'est que la médecine doit être de plus en plus individuelle. Et donc, si on fait des études qui sont sur des populations générales, où on reconnaît bien sûr les facteurs de risque, comme tabac, alcool, cholestérol, et en particulier le LDL cholestérol. Est-ce que vous ne pensez pas que dans l'avenir, vous avez parlé tout à l'heure de la génétique, est-ce qu'on est souvent surpris de voir des patients qui ont quasiment les mêmes facteurs de risque? Certains ont des artères dans des états catastrophiques et d'autres, miraculeusement, n'ont pas de plaques. Donc, ce qui fait penser qu'en dehors de ces facteurs de risque bien connus, il y a sûrement une part génétique. Et j'écoutais il n'y a pas très longtemps l'intérêt du typage HLA pour passer d'une vaccination, ce qui est d'actualité en ce moment, d'une vaccination globale pour tout le monde identique, à une vaccination beaucoup plus ciblée en fonction des typages HLA. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'orienter un peu vers ça pour le vasculaire ? Complètement. Non seulement sur l'aspect, comme vous disiez, de la on va dire des facteurs de risque. On est face à ça tous les jours. On a des patients, mais ça c'est vrai pour toutes les maladies. Le cancer du poumon, on a des patients qui sont tabagiques depuis 40 ans et qui vont jamais faire de cancer du poumon. Il y en a un qui ont jamais fumé et qui ont un cancer du poumon qui est découvert au dernier stade. Mais je trouve qu'il y a aussi un aspect qui est pour se rejoindre aussi à ce qu'on disait sur les statines, qui est vraiment lié à l'effet des médicaments. Alors, il y a des polymorphismes génétiques, effectivement, dans le domaine du vasculaire qui déterminent une susceptibilité ou une résistance à certains médicaments. Donc, on peut avoir effectivement des patients qui sont sous aspirine ou sous clopidogrel, d'autres médicaments qui fluidifient le sang, et qui vont avoir une résistance génétique. Donc, l'intérêt, alors, il y a un problème néanmoins, et je pense que ça a été ça qui a ralenti, en tout cas, en partie les démarches pour arriver à ce qui est effectivement complètement légitime, donc de faire une médecine personnalisée à l'échelle en prenant en compte les facteurs génétiques, c'est le coût économique et la balance entre le bénéfice à l'échelle de la population et le coût de ces analyses-là. Moi, je me bats au CHU pour faire une analyse qui est une analyse de résistance effectivement aux antiagrégants, mais il faut le justifier. Et je vous assure que ça n'est pas facile, parce que j'y crois. Mais est-ce qu'on peut... Alors, il y a tout un domaine, entre guillemets, de la recherche, mais qui est difficile, parce que c'est un domaine qui n'est pas notre spécialité. Nous, on ne réfléchit pas, enfin, on le fait de plus en plus. J'essaye de faire des économies, mais ce n'est pas notre façon de réfléchir. Donc, il y a probablement d'autres spécialités qui devront prendre le relais et essayer de traduire en chiffres, hein, parce qu'en ce moment, enfin, dans le moment où on vit, c'est vrai qu'il faut se poser la question. Quel est le bénéfice apporté sur la population générale par rapport au prix? C'est bien que tu dises ça, Barbara, parce qu'ils m'ont tous posé des questions depuis des années, et quand je leur parle de ça, ils doivent se dire « mais il est toujours en train de se plaindre ». Mais effectivement, on a quelques difficultés pour pouvoir faire ce qu'on devrait faire, pour faire les choses comme il faut. Et juste pour les statines, effectivement, il y a une partie génétique qui est probable par rapport à la tolérance, mais on a quand même le choix et de la statine et de la dose
Et ça permet quand même d'élargir un peu plus l'utilisation, mais bien sûr, comme tu l'as très bien expliqué, chez les gens chez qui c'est indispensable. Madame, merci d'abord pour votre exposé qui était très clair et très complet, me semble-t-il. Moi, j'ai une question personnelle à poser. Est-ce que le fait de monter en altitude, on est dans un pays de montagne, peut être une contre-indication quand on a fait une AIT? Non, ça ne l'est pas. Disons que ce qu'on retrouve souvent chez les patients qui vivent en altitude, c'est des taux d'hémoglobine un peu plus élevés parce que le manque d'oxygène c'est un peu la raison pour laquelle les athlètes s'entraînent en haute montagne. C'est parce qu'en baissant, entre guillemets, les concentrations d'oxygène dans l'air, pour compenser à ce manque, entre guillemets, d'oxygène, notre corps produit plus de globules rouges. Et quand on a plus de globules rouges, il y a ce qu'on appelle une viscosité du sang, donc une épaisseur, entre guillemets, du sang qui est plus importante. Mais ça, c'est vrai pour les patients qui vivent en altitude. C'est pas sur des balades transitoires. Et encore, il n'y a pas d'étude, à ma connaissance, qui ait démontré un lien entre un taux d'hémoglobine plus élevé, toujours dans le cadre physiologique et pas, disons, des maladies qui entraînent, elles, une augmentation de l'hémoglobine et des AVC. Donc, aucune contre-indication. Au contraire, il faut profiter de la belle montagne. Moi, je voulais simplement parler de mon basculement, parce que c'est vrai que les 3 mois qui ont précédé mon AVC, j'avais l'impression, quand je marchais, de perdre l'équilibre. D'où vient cette perte d'équilibre, ce basculement par rapport à cette perte d'équilibre? Et quand je repense à ce que j'ai fait presque dans l'année qui a précédé, et peut-être même au-delà, je tombais souvent, toujours du même côté. Et je me dis, est-ce qu'il y a moyen de prévenir plusieurs années avant ce risque? Est-ce qu'il existe quelque part dans le cerveau? Est-ce qu'il y a un facteur génétique qui peut jouer aussi? Alors, pour répondre à la première question, disons qu'on a l'impression que quand on fait des choses, on a l'impression que tout soit très facile et automatique. C'est-à-dire, je me sers de ce micro et je l'utilise et ça semblerait évident. Or, pour faire ça, mon cerveau, il est non seulement en train de recevoir des stimuli sensitifs qui me permettent de localiser ma main, mon micro, d'en estimer le poids, d'équilibrer la force pour le garder en cette position. Il y a énormément de travail derrière tout acte qu'on fait. Et par rapport à l'équilibre, il y a tout un tas de réflexes qui sont surtout des réflexes posturaux, qui sont, disons souvent, des réflexes complexes, qui permettent en fait à notre corps de rester debout et d'avoir un équilibre qui ne va pas vers l'avant, ne va pas vers l'arrière. Tout ça, c'est un système extrêmement complexe. Ça passe par ailleurs dans différents endroits du cerveau. Ça passe par le cervelet, ça passe par le thalamus. Enfin, il y a des endroits anatomiques de relais qui permettent cette coordination. Donc, le fait de pouvoir garder un équilibre, c'est une fonction neurologique qui est complexe, qui n'est pas facile. Et elle est faite d'un réseau. Donc, quand on a un AVC, ces réseaux sont souvent perturbés. Donc, ce qui se passe, c'est que le reste, enfin le cerveau qui n'a pas été atteint, il se met en route, comme je disais, pour essayer de compenser à cette perte quelque part de ce réseau. Alors, il y a une part de ça, il y a une part aussi liée au déficit de force, parce que forcément, quand on a un côté qui est plus faible, moins réactif, et ben forcément, on a besoin du temps justement pour rééquilibrer, parce que le cerveau, il s'adapte, il a une fonction magnifique qui est la plasticité, donc il peut, récupérer et faire face à des agressions, mais il faut du temps. Donc c'est pour ça qu'avec le temps, tout cela se remet en place, parce que le cerveau apprend que, pour bouger le côté qui est déficitaire, il va devoir mettre plus d'énergie, ou il va devoir se comporter différemment. Donc cela est un processus qui est extrêmement lent. C'est pas quelque chose qui se fait d'un jour à l'autre. Par rapport à est-ce qu'on peut anticiper, alors à part les stratégies de prévention primaire dont on a parlé, malheureusement, c'est pas un hasard que ça s'appelle accident. Moi, je le considère vraiment parfois comme un accident de la route, parce que ça survient d'une seconde à l'autre.
Et à l'heure actuelle, à part ce qu'on a dit, il n'y a pas de moyen de prévenir ça. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de choses à se reprocher, à part, voilà. C'est comme un accident de la route. Oui. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose, mais parfois, moi, en discutant, alors je vous avoue, je suis beaucoup de patients qui sont très jeunes. En discutant avec mes patients les plus jeunes, je trouve que néanmoins, alors c'est ça qui est très fascinant, c'est que quand on voit, enfin, quand on parle, on va dire d'AVC, on a l'impression que ça soit surtout quelque chose, voilà, de dramatique. Alors moi, souvent, j'y vois la beauté du cerveau, au contraire, parce que quelque part, ça récupère. Vous en êtes la preuve, malgré tout. Et je trouve ça extrêmement fascinant. Je pense qu'il y a énormément de recherches à faire pour, pour s'appuyer sur des mécanismes qu'on a endogènes qui existent de récupération. Et quelque part, même sur le plan un peu plus philosophique, la vie change, mais parfois pour un bien. Alors j'ai des patients qui ont subi un AVC à un très jeune âge, 18, 16, et qui quelque part ont retrouvé des aspects de la vie qu'ils n'auraient jamais pu avoir. Ils ont donné de la valeur à des choses qu'ils ne l'avaient pas. Donc c'est vrai qu'il y a un avant et un après, mais j'ai tendance quand même à valoriser cet aspect de la maladie qui est certes quelque chose de très personnel. Malheureusement, on le vit, c'est le patient qui le vit, hein. Les proches, c'est bien, ils sont à côté, mais enfin, c'est quelque chose de très personnel, la maladie. Et je trouve que cet aspect donne aussi une force et un côté philosophique à la vie qui est très beau. Une leçon de vie. Tout Je à me fait. le suis dit dans des moments On se plus prend la euphoriques. tête pour plein de choses et puis on se dit que finalement, bon, il faut pas quoi. Parler, on va lui donner. Normalement, il y a, si j'ai bien lu depuis quelque temps, il y a une extension dans la durée des thrombectomies, dans l'indication des thrombectomies, donc ça va vous faire travailler plus normalement. On devrait avoir plus de thrombectomies si c'est possible. Est-ce que, on va parler du problème qui fâche, vous avez assez de monde pour travailler nuit et jour, 365 jours par an, dimanche, jour férié? Non. On est en grande difficulté. Moi, je vous avoue que cette année, c'est vrai qu'on est là en ce moment, on est une équipe à 5 neurologues vasculaires. Il y a à peu près plus de 1200 AVC par an qui passent au CHU de Nice et il y en a énormément qui passent pas au CHU de Nice. Et cela me cause un problème personnel, hein, parce que je pense que c'est une vraie perte de chance dans une région qui a les moyens aussi pour s'occuper de cette maladie de manière correcte. Et on est une équipe à 5 qui va devenir une équipe à 3 dans 2 mois. Cannes ne fait que de la fibrinolyse, je crois. Comment ? Cannes ne fait que de la fibrinolyse. Tout à fait. Cannes ne fait que de la fibrinolyse, mais encore une fois, le problème, c'est qu'on a une grosse charge qui se fait en amont, parce qu'on a structuré la filière pour faire en sorte que les patients qui sont graves, donc ça pourrait être une hémorragie, une ischémie, peu importe, mais ils soient amenés en premier chez nous. Donc on a aussi toute cette activité de tri. Je peux vous dire, on reçoit, je crois, une dizaine d'appels par jour. Et puis derrière, pour 10 patients, mais derrière, vous imaginez le nombre d'appels qu'on a. Pour gérer tout ça, c'est infernal, honnêtement. Je ne me plains pas de mon travail parce que je suis très passionnée, mais enfin, c'est vraiment, faut vraiment l'aimer, hein, parce que je pense que personne ne prendrait ma place en termes de qualité de vie et de style de vie et de risque d'AVC, c'est pas bon. C'est pas bon. Je voulais savoir juste, vous avez dit qu'il y avait Nice et Cannes. Qu'en est-il de Monaco? Ils ne sont pas équipés? Non. Il y a des neurologues, mais il n'y a pas de spécialistes de neurologie vasculaire, il n'y a pas d'unité neurovasculaire. Ils viennent chez nous, les patients de Monaco viennent chez nous aussi. Ils n'ont pas les moyens. Je vais vous poser encore une petite question. Bien sûr. C'est évident qu'on voit bien qu'un service avec que 3 médecins, très peu de moyens finalement, c'est le problème donc récurrent actuellement en France. C'est un problème qu'on soulève depuis de nombreuses années et qui ne trouve pas beaucoup de solutions. Or, je lisais un article sur les bébés neurones, puisqu'on croyait à une époque qu'on avait un stock de neurones et que dès qu'on commençait à vieillir, on perdait nos neurones et qu'il n'y en avait plus jamais de formés.
Et je lisais cet article très intéressant disant qu'on continue à produire des bébés neurones, que ces bébés neurones migrent dans des zones où, s'ils ne sont pas stimulés, ils dépérissent et disparaissent. Et donc, l'intérêt de l'ergothérapie, de le développement même de solutions cognitives, enfin, que ce soit des activités en institution ou autre. Donc, vous avez parlé des ergothérapeutes, des orthophonistes, mais s'il y a un nombre limité de ce personnel, comment peut-on agir et favoriser justement après des accidents, une fois que le problème organique majeur est réglé, comment organiser la récupération en sachant qu'on est limité dans le temps pour cette récupération? Ça pose un énorme problème dans cette région, non seulement parce qu'il n'y en a pas beaucoup à l'hôpital. Bon, nous, on est un service qui est un peu, on va dire, on a du temps, ergo, ortho, kiné, qui est sanctuarisé pour notre unité, parce que ça en fait effectivement une partie du bénéfice. Hein. Donc, à l'hôpital, par rapport à d'autres problèmes, j'ai envie de dire que bien qu'ils soient peu nombreux, mais ils sont très motivés parce qu'en plus les personnels de ces branches paramédicales qui travaillent à l'hôpital, c'est des gens qui sont très très motivés parce qu'en général on ne travaille pas à l'hôpital sinon de ces temps. Mais c'est surtout en ville. En ville, c'est une catastrophe. Moi, j'ai demandé à mes collègues de faire un mappage parce qu'on n'arrive pas à trouver des kinés qui puissent partir au domicile des patients, parce qu'il y a des situations où la volonté du patient, de la famille, etc., c'est de rester. On n'arrive pas. Donc, c'est vraiment une pénurie que j'ai du mal à expliquer, parce qu'il y a des professionnels de santé, mais surtout dans des endroits, l'arrière-pays, n'en parlons pas. Les malades, moi j'avais un patient qui était du parc du Mercantour, je me souviens plus exactement de la ville, mais il devait faire 2 heures de route pour arriver chez les kinés. Il m'a dit non mais je peux pas, je comprends comment on veut faire de la kiné tous les jours avec 2 heures de route aller-retour, c'est pas possible. Et par rapport au bébé neurone, il y a de l'espoir, mais au moins, disons qu'un bébé neurone probablement ne sert pas à grand-chose, parce que comme je disais, la fonction, c'est vraiment le réseau et les synapses et les connexions qui font la spécificité. Et ça prend du temps, énormément du temps pour que ça se développe. Donc, encore une difficulté, on essaiera de faire face, mais effectivement, c'est un vrai point critique, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Bon, sauf s'il y a une burning question, comme disent les anglo-saxons, on va remercier Barbara pour sa présentation. Et bonne soirée à tout le monde. Suivez bien tous les conseils qu'elle vous a donnés, parce qu'ils sont précieux et importants. Et puis on va la laisser se reposer un peu, elle, avant qu'elle nous fasse un AIT. Merci beaucoup à tous d'avoir organisé cette soirée. Docteur, merci beaucoup. Merci aux Rotariens qui ont pris en charge l'organisation de cette soirée. Je vous rappelle que le don que nous ferons à Nice Est Thrombus sera conditionné par la réussite de notre action. Et notre action, c'est de vendre des roses. Sur ces roses, plus de 60% du prix de vente bénéficiera à Nice Est Thrombus. Elles sont en vente ce soir à la sortie. Et je vous invite, pour ceux qui ont envie de faire plaisir, d'acheter des roses rouges, blanches ou roses, en fonction de la personne à qui elles sont destinées. Merci à tous pour votre attention et très bonne soirée.